Bien, donc je vais essayer de, conformément à ce qu'on avait dit, enfin notre démarche de départ, de rendre compte d'un certain nombre de lectures qui, de mon côté, étaient dans la bibliographie qu'on avait mise au point au départ, étaient très hétérogènes. Et donc qui ne vont pas vous donner l'impression d'un point de vue particulier développé, mais qui en tout cas vous donneront des éléments de compréhension de tel ou tel texte par rapport à notre problématique générale. À partir des essais que j'ai pu lire, il me semble qu'il y a au moins deux manières de comprendre la croyance en la fiction. Soit on adopte un point de vue général, philosophique ou anthropologique, ce qui est plutôt, il me semblait en tout cas, présupposé par le texte programmatique du séminaire. Et à ce moment-là, la croyance en la fiction désigne essentiellement le processus d'immersion par lequel l'esprit adhère momentanément à un univers de fiction. Du coup, réfléchir sur les liens de la croyance et de la fiction, c'est s'interroger sur cette capacité particulière qu'a l'homme de s'immerger dans une fiction et sur les modalités et les fonctions de cette immersion. Soit, deuxième possibilité, on adopte un point de vue historique et du coup aussi, il me semble, sociologique. Et on objective cette croyance dans la fiction qui devient du coup différenciée et relative. On s'interroge alors non plus sur la croyance en la fiction, mais sur les croyances dans divers types de fiction, ce qui revient du coup, d'une part, à analyser ce qui amène à accorder une valeur à tel ou tel dispositif fictionnel plutôt qu'à tel autre, et deuxièmement, à réfléchir au contexte historique et idéologique qui détermine l'adhésion aux différentes formes de fiction. Donc à réfléchir aussi au processus, et là on en revient à ce que disait Alain tout à l'heure, et ce que va développer, je pense, Mathieu aussi, on est amené aussi à réfléchir au processus par lesquels on sacralise ou pas certaines œuvres artistiques, ce qui fait qu'à partir du moment où elles sont sacralisées, on leur accorde plus facilement un certain type de croyance. Par ailleurs, il me semble aussi que ces deux manières d'envisager la croyance peuvent se combiner avec deux types d'approches possibles. Je vais rebondir aussi sur ce que disait Alain. Soit on envisage ce problème de la croyance en la fiction d'un point de vue théorique, en mettant l'accent en effet sur le récepteur et du coup, d'une certaine manière, sur les phénomènes mêmes de la croyance, sur la différence entre fiction et réalité, sur les différents types de croyances possibles. Soit on reste davantage sous l'angle poétique et on s'intéresse à ce qui, à l'intérieur de fiction, permet ou non de susciter la croyance du récepteur. Donc là, on s'inscrit encore une fois dans une perspective plutôt poétique qui va chercher dans les fictions les dispositifs qui, en elles, permettent de produire la croyance. Les livres, enfin les comptes rendus de livres que je vais vous présenter tout de suite vont combiner plus ou moins ces divers types d'approches selon un ordre dont je vous dis immédiatement qu'il ne me satisfait pas, que je vais le retravailler ensuite pour la publication, mais j'ai essayé de suivre une approche qui me semblait être du plus général au plus particulier. Alors vous allez voir qu'en réalité ça marche pas tant si bien que ça, mais tant pis. Voilà, bon écoutez, j'arrête les prolégomènes et je passe directement aux choses. Alors, j'ai commencé par un livre classique maintenant. Enfin, la plupart des livres que je vais aborder sont assez classiques, mais qui est celui de Schaeffer, qui s'appelle « Pourquoi la fiction ?», qui est paru au Seuil en 1999, et si vous voyez dans l'exemplier que je vous ai donné, j'ai assimilé ça, tant bien que mal, à une perspective anthropologique, parce que le point de départ de Schaeffer, c'est de s'interroger sur l'aptitude fictionnelle de l'homme, donc une sorte de propre de l'homme qui serait sa capacité à créer et à recevoir des fictions. Et donc c'est à partir de là que je me suis interrogée. Donc Schaeffer propose une réflexion globale sur la fiction et sur la disposition mimétique chez l'homme.
il ne réfléchit pas directement, quasiment jamais, en termes de croyance, mais véritablement en termes d'immersion fictionnelle. Alors, un des premiers points, je vais développer 3 points sur Schaeffer, et le premier point qui me semble intéressant dans les théories quant à notre axe de réflexion, le premier point qu'il développe, c'est celui de la question des généalogies de la fiction. Pour Schaeffer, on peut avoir il y a 2 modèles principaux de généalogie de la fiction. Premier modèle, ce qu'il appelle la phylogénèse de la fiction, qui implique l'idée d'une descendance, d'une lignée. Et la plupart du temps, cette phylogénèse de la fiction implique de relier la disposition mimétique à un cadre religieux, à la réflexion religieuse. Schaeffer ici se réfère à Nietzsche, à l'origine de la tragédie. Nietzsche explique que la croyance en la fiction dérive de l'affaiblissement progressif de la croyance sérieuse en une incarnation magique. Donc en gros, notre croyance en la fiction serait une forme une forme abâtardie de la croyance religieuse. À côté de cette phylogénèse de la fiction, Schaeffer pose une ontogénèse de la fiction, dont il voit le modèle chez Aristote, qui affirme, je cite, « imiter est naturel aux hommes et se manifeste dès leur enfance ». Aristote voit donc dans les activités fictionnelles une relation au monde irréductible à tout autre, et notamment à la croyance religieuse, c'est-à-dire illustrant un comportement ontologique de base, possédant une fonction propre qui ne saurait être remplie par aucune autre relation au monde. Schaeffer montre que selon qu'on privilégie l'une ou l'autre de ces 2 généalogies, on va aboutir à une conception toute différente de la fiction et du type de croyance qu'elle suscite. En gros, selon lui, la perspective phylogénétique est à l'origine de tout le discours antimimétique dont le modèle est platonicien. Vous savez, il faut bannir la fiction parce qu'elle suscite une croyance qui dépossède l'homme du contrôle rationnel qui est chez lui essentiel. Donc, la perspective phylogénétique entraînerait ce type de discours-là, le discours antimimétique. Schaeffer, lui, se place plutôt du côté de la version ontogénétique d'Aristote, et il dit que l'objet de son livre est de tenter de comprendre pourquoi imiter est naturel aux hommes. Il part donc de l'idée que la fiction est une imitation qui ne vaut pas comme leurre, mais comme modélisation. En gros, le poète, en élaborant sa fable selon les lignes du possible, du nécessaire et du vraisemblable, élabore en fait un modèle cognitif dont la validité excède la réalité qu'il imite. C'est-à-dire qu'en gros, le créateur de fiction abstrait une structure actentielle profonde qui va être susceptible de donner lieu à des incarnations multiples et variables selon les contextes. Donc, en lisant la fiction, on aurait mis à notre disposition une forme de modèle du monde qui pourrait être réadapté sans cesse dans notre vie réelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le livre de Schaeffer pose une distinction essentielle entre fiction et feintise. La fiction, c'est une activité d'imitation qui rend possible l'accession à un univers imaginaire identifié comme tel. C'est-à-dire que je sais que l'univers auquel je me confronte, dans lequel j'entre, est imaginaire. Au contraire, dans la feintise, l'activité mimétique, l'activité d'imitation, vise à tromper le récepteur en produisant l'illusion du vrai. Selon Schaeffer, la fiction n'exclut pas la feintise. Plus précisément, elle l'intègre. Pour Schaeffer, en réalité, la fiction a à voir avec le leurre, donc avec la feintise, mais elle se sert du dispositif du leurre en limitant les effets, c'est-à-dire en réduisant le taux d'immersion. D'où la définition par Schaeffer de la fiction. Schaeffer définit la fiction comme, je cite, « feintise ludique partagée ».
feintise ludique. La fiction se distingue de la feintise sérieuse qui est le mensonge. Et là, tout dépend de l'intention de celui qui feint. Mais pour que le dispositif fictionnel puisse se mettre en place, cette intention de celui qui feint doit donner lieu à un accord intersubjectif, à un accord avec le récepteur. C'est pour ça qu'il s'agit d'une feintise ludique partagée. Cette définition de la fiction implique que celle-ci repose à la fois, premièrement, sur une convention de vérité, c'est-à-dire que la fiction va mettre en place des signes de plausibilité qui amènent les lecteurs à réagir à l'histoire comme si elle était vraie. Mais d'un autre côté, cette définition de la feintise implique aussi que soient mises en place et mises en évidence des marques de fictionnalité, c'est-à-dire que la fiction va s'annoncer comme telle à travers l'institution d'un cadre pragmatique qui régit la communication et qui va délimiter l'espace du jeu à l'intérieur duquel le simulacre peut opérer sans qu'il vienne contaminer les représentations réelles. Donc, en gros, on met en place une sorte de leurre, mais de manière explicite, ce qui permet de cadrer ce leurre à l'intérieur d'un dispositif communicationnel qui en limite les effets. Schaeffer explique tout de suite que selon le contexte culturel et le type de fiction, cette annonce, ce cadre pragmatique est plus ou moins explicite et que par ailleurs la nature de ce cadre va varier selon le type de fiction envisagée. Dans la fiction littéraire, le cadre pragmatique est posé avant tout par le paratexte. Par exemple, dans la fiction scénique, le cadre pragmatique, il est concrétisé par la scène, par l'espace de la scène de théâtre. Reste que l'instauration de ce cadre pragmatique est, pour Schaeffer, la règle constituante de toute fiction. Malgré tout, l'immersion, une fois ce cadre pragmatique posé, l'immersion mimétique est au cœur, pour Schaeffer, du dispositif fictionnel. En gros, quand une fiction marche, on voit un paysage, on assiste à l'événement, on revit telle ou telle scène. C'est très saillant. Cette situation d'immersion fictionnelle se caractérise par un certain nombre de traits saillants. Premier trait, l'inversion des relations hiérarchiques entre perception intramondaine et activité imaginative. C'est-à-dire que, pour Schaeffer, il explique que dans la vie de tous les jours, je peux me déplacer dans le monde, y avoir une activité, des interactions, etc. Et en même temps, avoir une base continue imaginative par laquelle j'imagine ce qui va se passer plus tard, etc. etc. À part que s'il ne s'agit du coup que d'une base continue et que mon attention principale est dirigée vers le monde. Au contraire, au moment de l'immersion fictionnelle, on a une inversion des tendances. C'est-à-dire que je continue à être sensible au monde, mais l'activité du monde ne fonctionne ici que comme une base continue, et mon attention principale est focalisée dans l'activité fictionnelle. Donc, inversion des relations hiérarchiques entre perception intramondaine et activité imaginative. Deuxième trait, la coexistence de deux mondes, celui de l'environnement réel et celui de l'univers imaginé, chacun avec ses repères propres. Troisièmement, selon Schaeffer, l'immersion fictionnelle est ce qu'il appelle une activité homéostatique. Alors, j'explique. Qu'est-ce que c'est qu'une activité homéostatique? C'est une activité qui se régule elle-même à l'aide de boucles rétroactives. C'est-à-dire que je replonge régulièrement dans l'immersion fictionnelle et j'ai tendance à m'en dégager et y replonger, etc. Et pour Schaeffer, ce qui implique le fait que je m'y replonge, c'est le fait que soit relancée la tension entre le caractère incomplet de la réaction, de ce que j'imagine, et la complétude, de là où j'en suis dans l'histoire si vous voulez, et la complétude supposée de l'univers fictionnel. C'est-à-dire que
je suis en tension, parce que en gros, c'est une manière compliquée de dire que je veux connaître la fin, que je suppose que cet univers est complet, que je veux accéder à la complétude de cet univers, et que donc sans arrêt, je réactive l'immersion fictionnelle pour arriver à un accès complet à cet univers fictif. Ce qui expliquerait du coup, mais Mathieu en parlera peut-être tout à l'heure, l'attrait justement pour les séries, pour les cycles romanesques, etc., parce que je plonge dans quelque chose qui réactive sans cesse cette boucle. Quatrième et dernier trait de la situation d'immersion fictionnelle, les représentations vécues en état d'immersion fictionnelle sont saturées du point de vue affectif. En gros, pour que le processus d'immersion puisse fonctionner, il faut, dit Schaeffer, que les personnages et leur destin nous intéressent. Sinon, tout simplement, je n'entre pas en état d'immersion. Et pour ce faire, pour que ces personnages et cette intrigue nous intéressent, il faut qu'ils entrent en résonance avec nos investissements affectifs réels. Donc, dans la terminologie de Schaeffer, la puissance du mimème, c'est-à-dire de ce qui est imité, la puissance du mimème en tant qu'inducteur d'immersion, se nourrit de la réaction affective provoquée par la réalité mimée. En gros, plus ce qui est imité suscite en moi de réactions affectives, plus je vais être tentée d'entrer en état d'immersion fictionnelle. Donc, tout ça concerne l'état d'immersion fictionnelle, c'est-à-dire la manière dont j'accepte d'entrer d'une certaine manière dans un dispositif de l'heure. Pourtant, Schaeffer y insiste évidemment, la rareté et la brièveté des moments de confusion entre réalité et semblant, il est très rare que tout d'un coup je crois assister à une situation, il est très rare et en tout cas ces moments-là sont très brefs. Donc la rareté et la brièveté de ces moments de confusion entre réalité et semblant illustrent bien la puissance du contrôle conscient qui est exercée dans le cadre pragmatique de feintise ludique. Voilà, c'était le deuxième point sur Schaeffer. J'ai commencé par Schaeffer aussi parce que ça me semble être le plus compliqué du point de vue conceptuel et le plus difficile à comprendre d'emblée. Ce sera plus, j'espère, plus directement compréhensible ensuite. Troisième point qui me semble intéressant, qui me semble à vrai dire essentiel, c'est la question, alors Schaeffer ne la pose pas comme ça, mais je vais la poser comme ça moi, la question des bénéfices de la croyance. Pourquoi en gros, est-ce que ça m'intéresse de croire à une fiction? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cet effort d'investissement dans un univers fictionnel. Ce que Schaeffer dit, et il rejoint du coup ce que je disais tout à l'heure sur Aristote à propos de l'ontogénèse de la fiction, c'est que c'est l'heure, non pas évidemment pour but premier de nous leurrer, d'élaborer des semblants ou des illusions. Les leurres de la fiction sont simplement le vecteur par laquelle elle atteint, selon Schaeffer, sa finalité véritable, c'est-à-dire nous amener à nous engager dans une activité de modélisation. Et c'est pourquoi il nous importe de croire à la fiction. En dehors même du principe de plaisir, dont il sera sans doute question tout à l'heure. Deux remarques à cet égard. Schaeffer rappelle, et ça me semble intéressant pour notre propos, Schaeffer rappelle que l'immersion concerne les deux pôles de la création et de la réception. Il rétablit une continuité entre ces deux pôles, création d'un côté et réception de l'autre, en remarquant qu'aujourd'hui, nous avons tendance à célébrer la puissance imaginative du créateur de fiction, mais qu'en revanche, nous avons tendance aussi à dévaloriser l'immersion fictionnelle comme mode de réception. Or, selon lui, cette distinction-là tient simplement d'une illusion lexicale, parce que c'est la même puissance imaginative qui permet au créateur d'inventer un monde de fiction et qui permet, de l'autre côté, au spectateur d'y entrer. Donc, en gros, compétences actives et compétences réceptives sont les deux faces d'une même réalité, d'une même puissance imaginative. Deuxième remarque,
Schaeffer engage une réflexion proprement formelle en montrant que la spécificité de la modélisation fictionnelle tient au fait que l'univers fictionnel n'est jamais accessible qu'à travers un point de vue, celui du narrateur notamment, ou celui du personnage focalisateur. En gros, je peux adopter deux points de vue quand je me plonge en état d'immersion fictionnelle, celui de celui qui écrit, ou, enfin, qui raconte l'histoire, plus exactement, ou celui du personnage par qui l'histoire est vue. Ces points de vue constituent une forme dont l'immersion fictionnelle n'est pas détachable. Par exemple, Schaeffer prend comme exemple la vie de Marianne, en disant que l'univers de la vie de Marianne n'existe pas évidemment comme pur contenu, mais simplement en tant qu'il est induit à travers une modalité d'immersion spécifique. En gros, c'est en accédant à l'univers fictionnel de Marivaux, je m'exerce ludiquement à un rôle narratif qui est en même temps une façon de faire face à la vie. Donc je fais mienne, j'expérimente, j'envisage une façon singulière de me situer par rapport aux événements. Et c'est la multiplication de ces expérimentations singulières qui fait la richesse de l'expérience fictionnelle. Alors, je vais passer, j'en termine là avec Schaeffer, et puis de toute façon on pourra éventuellement en reparler. Je passe du coup à quelque chose qui a priori n'a rien à voir, mais qui me semblait justement en lien avec ces formes d'expérimentation de rôle que procurerait la fiction, et qui est, qui est représenté dans le livre qu'a écrit Judith Lyon-Can, qui s'appelle « La lecture et la vie ». Alors, encore une fois, Judith Lyon-Can n'est ni anthropologue, ni poéticienne, elle est historienne, et, mais c'est un exemple de la manière dont la lecture réelle est liée au fait de s'exercer à un rôle, qui détermine, à mon avis, une forme de croyance à la littérature, ou enfin à la fiction en général. Donc, qu'est-ce que c'est que le livre de Judith Lyon-Can? Elle explore le rôle des romans dans la construction des représentations collectives et des identités individuelles à partir d'un corpus jusqu'alors peu étudié, qui sont les lettres que les lecteurs de Balzac et de Sue ont envoyées aux auteurs de romans. Donc, c'est un corpus évidemment extrêmement intéressant parce que c'est un des seuls moyens qu'on a d'accéder à des témoignages relevant de la lecture réelle, qui est en général une réalité complètement evanescente que les chercheurs ne peuvent pas prendre véritablement en compte. Et en gros, Judith Lyon-Can tente à montrer que certaines esthétiques romanesques suscitent des types de croyances particuliers. Elle se fonde donc sur les romans de la monarchie de Juillet et sur la naissance du paradigme réaliste, en montrant que ces romans-là, les romans de Balzac et de Sue notamment, suscitent un nouveau type d'adhésion à l'univers romanesque. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ambition déclarée de ces romans est de peindre et de décrypter les mécanismes complexes de la société issue de la Révolution, donc de rendre lisible la société contemporaine en permettant du coup des appropriations sérieuses de la fiction. Les lecteurs reçoivent le roman comme un instrument qui va permettre de nommer et de donner sens à des situations quotidiennes. Pourquoi est-ce que je parle à ce propos-là de croyance en la fiction? Parce qu'il me semble que ce sont là des exemples de formes d'adhésion fictionnelle. Les lecteurs les auteurs des lettres envoyées à Balzac et Sue, qui sont donc leurs lecteurs, reconnaissent très clairement leur monde dans le roman. Et ils croient au roman, puisqu'ils offrent au romancier des bribes de leur expérience pour lui montrer combien son roman est vrai, le terme revient régulièrement, et même éventuellement lui fournir matière à développer ses prochaines fictions. Mais contrairement à ce que va laisser entendre tout le discours anti-littéraire qui se développe à l'époque et qui voit dans la littérature le moyen d'une intoxication suscitant une espèce d'adhésion hypnotique et excessive,
Contrairement donc à ce discours qui rejoint les discours antinémétiques traditionnels, plus ou moins, les lettres des lecteurs montrent que la fiction réaliste est l'objet d'appropriation active et libre. C'est-à-dire que chaque lecteur va prélever dans le texte ce qui lui est utile pour formuler sa propre expérience. Donc, loin d'apparaître comme prisonnier d'une identification à un personnage, les lecteurs de Sue et de Balzac mettent en œuvre des formes d'appropriation partielle des œuvres, en empruntant encore une fois au roman les éléments qui leur semblent les plus adéquats pour pouvoir raconter leur itinéraire et définir la complexité de leur position. On a là une forme de bricolage identitaire qui permet de nuancer très fortement tout le discours qui va se développer quelques années après autour de la conception bovariste de la réception. Si le bovarisme se définit comme une sorte, alors il y aurait largement à dire sur cette notion, mais si le bovarisme se définit comme une sorte de croyance naïve dans l'univers fictionnel, il se trouve que non seulement il ne s'agit pas d'une pathologie individuelle, mais que les deux livres que j'ai évoqués jusqu'ici montrent que cette tendance-là existe en chacun de nous, et d'autre part, cette adhésion à la fiction, Judith Lyon-Can montre particulièrement bien qu'elle n'est jamais uniquement passive, mais qu'elle intègre une forme d'activité, une forme de créativité qui permet à chacun de formuler son expérience en rapport au monde fictionnel dans lequel il s'est investi. Alors à partir de là, et puisqu'il est question de bovarisme ici et d'adhésion à la fiction, j'en arrive à une deuxième approche qui là encore qui là surtout ne prend pas en compte les différentes formes de fiction, mais réfléchit de manière globale à l'adhésion à la fiction en général, et qui est l'approche psychanalytique de la croyance à travers le livre d'Octave Manoni qui s'appelle « Clé pour l'imaginaire ou l'autre scène ». Alors, Manoni est psychanalyste, mais il est aussi ethnologue de formation. Dans Clé pour l'imaginaire ou l'autre scène, il me semble qu'il y a essentiellement deux essais, parce que c'est un recueil d'essais, deux essais qui peuvent nous concerner en particulier. Le premier s'appelle « Je sais bien mais quand même », et l'autre s'appelle « L'illusion comique ou le théâtre du point de vue de l'imaginaire ». Je vais évoquer très rapidement le premier, « Je sais bien mais quand même », et passer un petit peu plus longuement à l'illusion comique, qui concerne plus directement le rapport à la fiction. Dans le premier essai, qui se donne véritablement comme une étude sur la croyance, c'est ce que dit Manoni, Manoni entend s'intéresser à, dit-il, je cite, l'adhésion ambiguë que nos contemporains peuvent donner à des superstitions. Et il cherche à montrer comment une croyance peut être, je cite, abandonnée et conservée à la fois. Cette croyance ambiguë trouvant son expression dans la formulation topique qui donne son nom à l'essai, qui est « Je sais bien, mais quand même ». Manoni prend pour exemple, alors il prend plusieurs exemples, mais l'exemple principal, c'est le récit autobiographique d'un chef indien d'Amérique de la tribu des Hopis, H-O-P-I, à la fin du XIXe siècle. Dans la tribu des Hopis, les enfants sont initiés pendant une cérémonie qui dure 4 jours, pendant lesquels on fait danser devant eux des adultes masqués en leur disant que ces masques sont les katsinas, les esprits des choses qui sont venus pour dévorer les enfants. À la fin de l'initiation, les enfants sont placés dans une tente où l'on fait entrer les danseurs sans leur masque et où les enfants peuvent reconnaître que derrière les masques, il y avait en fait leurs pères, leurs oncles, etc., etc. On révèle donc finalement aux enfants que les masques ne sont pas des esprits, mais on leur explique que les fameux esprits, les katsinas, ont cessé depuis un certain temps de venir en personne, mais qu'ils envoient malgré tout leurs esprits à eux habiter les masques pendant les jours de danse.
Il y a donc là une distinction entre la mystification par laquelle on trompe les enfants et la vérité mystique à laquelle on les initie. Ce qui permet aux membres de la tribu des Hopis de dire, selon Manoni, « Je sais bien que les Katsinas qui dansent ne sont pas des esprits, mais quand même, les Katsinas sont là quand mes pères et mes oncles dansent masqués. » Ce qui montre, selon Manoni, premièrement, que la croyance désavouée est toujours renvoyée à un autrefois, à un passé. Et d'autre part, que les enfants qui représentent cet autrefois restent malgré tout le support de la croyance des adultes. On en arrive ici à la figure du crédule, qui est fondamentale pour le statut même de la croyance, de celui qui par ailleurs dit « je sais bien, mais quand même, il y en a d'autres qui le croient ». Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que Manoni va reprendre ce schéma-là, reprendre ces conclusions-là, en les appliquant à la fiction théâtrale. C'est le deuxième essai qui s'appelle « Illusion comique et agence du rêve ». Dans cet essai, Manoni aborde le théâtre à travers les deux notions d'illusion et d'identification en tant qu'elles suscitent ce qu'il appelle une perspective de l'imaginaire. Peu importe, ce qui compte pour nous, c'est qu'il reprend cette histoire du personnage du crédule en partant de la récurrence extraordinaire, qu'on a tous entendu une fois ou l'autre en effet, des histoires du naïf ou du rusto qui va au théâtre pour la première fois et qui tombe dans le piège de l'illusion. Par exemple, le campagnard qui assiste, alors je reprends l'exemple de Manoni, mais il y a multiples versions de cette histoire, le campagnard qui assiste pour la première fois à une représentation de Jules César et qui, au début de la scène du meurtre, se lève pour crier à César « Attention, ils sont armés ». On a, selon Manoni, exactement la même idée que dans la cérémonie des Katsinas. Je cite Manoni, c'est la citation des pages 163-64. En un mot, si nous ne sommes pas victimes d'une illusion devant le théâtre ou devant les masques, il semble que nous ayons cependant besoin de quelqu'un qui, lui, pour notre satisfaction à nous, soit en proie à cette illusion. Tout semble machiné pour produire cette illusion, mais chez quelqu'un d'autre, comme si nous étions de mèche avec les acteurs. Pour Manoni, la permanence, la récurrence même de ce type d'histoire serait significative. Elle manifeste un clivage interne qu'il exprime cette fois-ci en parlant du « on dirait qu'on va jouer à ça, enfin on dirait que ça c'est une scène de théâtre par exemple », le « on dirait » qui fonde selon lui l'illusion ludique. Le « on » du « on dirait » représente pour lui, exactement comme pour les Katsinas, quelque chose comme l'enfant que nous avons été et qui doit bien subsister, dit-il, sous quelque forme à une certaine place dans le moi. Il conclut, c'est cette partie comme en retrait de nous-mêmes qui serait le lieu de l'illusion et que représenteraient dans les histoires les gens crédules d'autrefois ou le campagnard qui se laisse prendre à la représentation. Cette topologie psychique, il y a une part de nous en retrait, etc., me semble finalement moins convaincante que l'interprétation plus directement psychanalytique qu'en donne Manoni. Je vous renvoie à la citation des pages 165-166 et je vais enchaîner directement avec celle de la page 183 où Manoni identifie cette instance-là comme ce qu'il appelle l'agence du rêve. En poussant les choses jusqu'au bout, dit-il, on en viendrait à admettre que chez l'adulte, les effets de masque et ceux du théâtre sont possibles en partie grâce à la présence du processus qui s'apparente à ceux de la négation. Qu'il faut que ce ne soit pas vrai, que nous sachions que ce n'est pas vrai, afin que les images de l'inconscient soient vraiment libres. Le théâtre, à ce moment, jouerait un rôle proprement symbolique. Il serait tout entier comme la grande négation, le symbole de négation, qui rend possible le retour du refoulé sous sa forme niée. On voit combien nous serions loin d'une illusion qui serait la présentation d'un faux réel, puisque cette illusion, c'est certain, n'est jamais au théâtre la nôtre, mais toujours assez bizarrement celle d'un autre spectateur que nous ne savons où situer. Et il conclut un peu plus loin, le plaisir que l'on sent au théâtre résulterait alors de la simple facilité avec laquelle les différentes puissances du moi se mettent en mouvement au lieu de rester comme figées. L'économie, c'est celle des efforts d'inhibition.
2 remarques pour conclure là-dessus, 3 d'ailleurs même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le mécanisme qui est mis en branle par la fiction selon Manoni s'apparente directement au fonctionnement du rêve. Deuxièmement, on comprend aussi pourquoi il travaille directement ici sur le théâtre, parce que la scène de théâtre concrétise spatialement le mécanisme de la dénégation, enfin l'espace de la dénégation. Et par ailleurs, ce qui me semble intéressant ici, c'est le déplacement de l'accent. Ce qui importe ici, ce n'est pas ce que nous tenons pour vrai. Ce qui importe, au contraire, c'est que nous sachions que c'est faux. Et c'est parce que nous savons qu'il s'agit d'une illusion que la fonction symbolique du théâtre peut se mettre en place et que le gain fictionnel peut avoir lieu. Dernière chose, dernier point, beaucoup plus rapide sur Manoni, parce que c'est de là qu'il part et que c'est ça qui fait l'objet central de son essai, donc ça me semble pouvoir nous servir. C'est la distinction entre identification et projection. En gros, Manoni repart de l'idée de Freud, selon laquelle la fiction théâtrale permet de s'identifier au héros avec l'avantage qu'il ne risque rien parce que ce n'est qu'un jeu. Il reprend cette idée-là et il la nuance très fortement, en posant la question à partir du personnage de Tartuffe. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il est évident que nous n'avons aucune envie de nous voir en Tartuffe, de nous identifier au personnage de Tartuffe. En revanche, dit-il, Tartuffe comme rôle est tentant. Je le cite, « Tartuffe n'est pas un personnage auquel on accepte de s'identifier, il nous invite à projeter. Mais chose remarquable, nous pouvons nous identifier à quelqu'un pour qui la tartufferie serait un rôle. C'est là qu'est la différence entre le héros et le personnage de théâtre. Le héros est un idéal, le personnage est un des innombrables rôles du moi. Ni le héros ni le personnage ne sont quelqu'un, ni ne sont donnés pour tels, mais le héros et le personnage occupent des places très différentes dans les structures du moi. » Il me semble que cette différence, enfin cette opposition est intéressante pour différencier la croyance comme adhésion au contenu et la croyance comme adhésion au dispositif. Le rôle de Tartuffe montre bien que c'est au dispositif que j'adhère. Je cite encore Manoni, on dirait que si quelqu'un, un acteur, nous montre qu'on peut jouer ce personnage comme rôle, il nous révèle du même coup bien d'autres choses, la possibilité même de jouer un personnage, toute notre réserve de rôles imaginaires, toutes les vies que nous ne vivons pas, tous les remèdes à l'ennui. Et il nous révèle cela devant le public, où il y a, croyons-nous vaguement, quelque part, on ne sait où, quelqu'un, on ne sait qui doit être trompé. Donc j'en reviens encore une fois, d'une certaine manière, je me rends compte en même temps que je vous le parle, dans cette manière de bricolage identitaire que suscite la fiction et qui nous pousse à nous identifier, non pas au contenu, mais à quelque chose de beaucoup plus formel, d'une certaine manière, qui est ce par quoi nous en retirons un gain. Alors, j'en arrive à quelque chose de complètement différent qui, justement, me permet d'aboutir de remettre tous ces questionnements en perspective en les rétablissant dans une dimension historique. D'où mon petit 3, approche historique cette fois, qui ne va pas analyser la croyance comme une forme d'universel a priori, mais véritablement comme un objet historique. Je parle ici à la fois de 2 essais, Paul Venn et Peter Brooks, qui sont 2 exemples de la manière dont les modalités de croyance en la fiction sont susceptibles de mutation et dépendent étroitement d'un contexte socio-culturel. Je commence par le livre de Paul Venn qui s'appelle « Les Grecs ont-ils cru en leurs mythes » et qui est paru en 1985. Paul Venn part de la question qui est posée par le titre. Les Grecs ont-ils cru à leur mythologie ? Mais la réponse à cette question va être portée par une thèse qui est exprimée dès les premières pages et qui est la suivante: la vérité est l'expérience la plus historique de toutes. Le livre engage donc une mise en question de l'idée d'unicité de la vérité et à partir d'elle, une réflexion sur la pluralité, la diversité des modes de croyance. En gros, Venn part de 2 concepts fondamentaux et qui sont en réalité intimement liés. D'une part celui de programme de vérité et d'autre part celui de régime de croyance. L'idée de départ est la suivante.
il n'y a pas une vérité qui existerait à la manière d'une réalité transcendantale, mais il y a des programmes hétérogènes de vérité, et ces programmes de vérité, qui peuvent d'ailleurs coexister au sein d'une même époque, sont historiquement constitués, ils sont forgés par chaque époque successive. Cette multiplicité des programmes de vérité implique comme sa contrepartie la multiplicité de ce que Venn appelle les régimes de croyance. D'où cette idée centrale, il y a plusieurs manières de croire, conformément à des programmes de vérité très différents d'une époque à l'autre. Et là encore, ces régimes de croyance dépendent étroitement du contexte culturel et historique. L'objet central de Venn est d'étudier deux régimes de croyances différents qui sont suscités d'une part par le mythe et d'autre part par l'histoire. L'ouvrage donc commence par une réflexion sur la relation entre mythe et histoire, donc sur les régimes de croyances qui caractérisent chacun respectivement. En ce qui concerne l'histoire, Venn part de ce constat. L'historien antique en général ne cite pas ses sources. Pourquoi ? Parce que, répond Venn, l'histoire est à l'époque identifiée à la Vulgate. La tradition est là, elle est la vérité, et voilà tout. L'historien n'a ni interprété ni approuvé les faits qui ne sont pas l'objet d'une controverse et que l'on doit croire sans preuve, d'une certaine manière. La mythologie, quant à elle, dit Venn, constitue surtout dans l'Antiquité grecque, constitue très vite un genre littéraire très populaire. Elle suscite, selon lui, une croyance particulière qu'il compare d'ailleurs à celle qu'ont entretenues les peuples du Moyen-Âge avec, par exemple, les vies de saints de la légende dorée. Ces mondes de légende étaient crus vrais, dit-il, en ce sens qu'on n'en doutait pas, mais on n'y croyait pas comme on croit aux réalités qui nous entourent. D'accord. Cette croyance particulière, qui est celle que suscite la mythologie pendant l'Antiquité grecque selon lui, repose sur deux choses. D'abord, sur un principe d'hétérogénéité temporelle. En gros, les aventures des héros grecs, comme ceux des martyrs chrétiens, sont situés dans un passé sans âge, antérieur et hétérogène au temps actuel. Et c'est précisément parce que le monde mythique est définitivement autre, inaccessible, que le problème de son authenticité ou de son inauthenticité reste en suspens. Donc, il y a deux formes de temps complètement hétérogènes l'un à l'autre, et donc on ne peut pas juger de ce qui s'est passé dans un temps dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, qu'on ne connaît pas dans l'expérience, si vous voulez. Deuxième critère qui permet la croyance en la mythologie, l'idée selon laquelle on n'invente pas, on ne peut pas inventer ex nihilo. Le mythe est considéré toujours comme un renseignement appris sur la foi d'autrui. Or, dans la logique grecque, le mensonge ne peut pas exister si le menteur ne gagne rien à mentir. C'est, rappelle Venn, ça ne vaut pas seulement dans l'Antiquité grecque, c'est la modalité de croyance la plus répandue. En réalité, par exemple, je peux croire à l'existence de Tokyo, où je ne suis jamais allée, tout simplement parce que je ne vois pas quel intérêt auraient ceux qui m'en parlent à me tromper. D'où cette conclusion de Venn. Pour les Grecs contemporains de Pindare ou d'Homère, la vérité se définissait soit à partir de l'expérience quotidienne, soit à partir du locuteur qui est loyal ou trompeur. Des affirmations qui restaient étrangères à l'expérience n'étaient ni vraies ni fausses. Le mythe était donc, je cite, un tertium quid, ni vrai ni faux. Comment est-ce que les choses ont évolué ? Venn montre que l'apparition de l'incrédulité à l'égard du mythe va venir de la constitution de centres professionnels de vérité, avec notamment la mutation du discours historique qui va commencer à se distinguer de la Vulgate pour se rapprocher de l'enquête. Les historiens alors commencent à se donner comme des spécialistes du vrai et à faire autorité comme professionnels. Cette incrédulité n'est que partielle cependant et elle permet que se mettent en place plusieurs régimes de croyance au mythe. Le premier, Venn ne s'y attarde pas beaucoup, est défendu par la philosophie stoïcienne. C'est la doctrine allégorique que pratiquent les stoïciens. En gros, le mythe est véridique, mais au sens figuré. C'est-à-dire qu'il contient un haut enseignement philosophique entièrement vrai,
si au lieu de le prendre à la lettre, on le comprend comme une allégorie. Deuxième régime de croyance, qu'il développe beaucoup plus, ce régime de croyance-là repose sur une critique proprement historique et qui repose sur un principe qui est le principe des choses actuelles. Ce que dit Veyne, c'est qu'à partir du moment où les historiens commencent à se constituer comme des spécialistes de la vérité, on va commencer à juger véritablement de la fiction en rapport, en fonction de sa propre expérience de la réalité, avec l'idée qu'il n'y a pas de temps hétérogène, que le passé ressemble nécessairement au présent. Les historiens grecs imposent donc à la réalité une obligation de cohérence, c'est-à-dire que le temps mythique ne peut plus rester hétérogène à notre temporalité. D'où un nouveau régime de croyance qui nous semble étrange aujourd'hui. On ne va plus croire aux dieux de la mythologie parce qu'ils relèvent du surnaturel, et que le surnaturel dans notre expérience quotidienne ne peut pas exister, mais on va croire à l'existence historique des héros. Par exemple, on va rejeter l'existence du Minotaure, qui relève du surnaturel, mais on va soutenir que Thésée, lui, a bel et bien existé. L'idée centrale est que la tradition mythique repose sur un noyau historique, donc vrai, mais que la crédulité des gens a obscurci ce noyau avec toute une série de légendes surnaturelles qu'il faut écarter pour accéder à la vérité. La conséquence de cette critique est la coexistence, la coïncidence de deux attitudes qui séparent l'espace social, je n'y reviens pas, mais qui surtout, Veyne le montre, va s'intérioriser dans chaque individu. Cette critique qui suscite au bout du compte un état de demi-croyance, d'hésitation, de contradiction, qui relève de ce que Veyne appelle la balkanisation des cerveaux. On croit et on ne croit pas au mythe, selon le moment, selon la situation qui fait que cela nous arrange ou non. Cette coexistence étrange qui fait qu'on croit et on ne croit pas, et on peut croire sincèrement et ne pas croire tout aussi sincèrement, cette coexistence pacifique est liée à à une thèse que Veyne met en avant, qui serait que les vérités, les différents programmes de vérité sont analogiques entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de structure commune qui fait que nous pouvons glisser de l'un à l'autre sans nous en apercevoir. C'est-à-dire que je peux à la fois croire et ne pas croire, passer d'un moment où je crois à un moment où je ne crois pas. Ce glissement va se faire de manière imperceptible parce que, justement, l'hétérogénéité des programmes de vérité passe inaperçue. Je conclus avec Veyne. Notre esprit ne se met pas au supplice qu'en semblant se contredire, il change subrepticement de programme de vérité et d'intérêt comme il le fait sans cesse. C'est notre façon d'être la plus habituelle, parce que notre vie quotidienne est composée d'un grand nombre de programmes différents. Bon. Ici, il me semble il y a deux idées centrales. D'une part, cette idée de demi-croyance perpétuelle qui fait qu'on peut très bien croire et ne pas croire à la fois. Et puis surtout, l'idée que les modalités de croyance dans un même objet peuvent changer, évoluer au cours de l'histoire et que par exemple, on ne croit pas, même pendant l'Antiquité grecque, à la mythologie de la même manière que cette croyance évolue en fonction d'un contexte socio-culturel lui-même en évolution. J'en arrive donc ici, mais je vais aller vite, puisque Alain en a parlé tout à l'heure, je vais peut-être même passer à Peter Brooks, je vais passer puisque Alain en a parlé tout à l'heure. En tout cas, l'idée centrale de Peter Brooks, c'est que notre modalité de croyance à la fiction est liée à un très long processus de désacralisation. En fait, ça rejoint aussi directement les travaux de Bénichou, qu'on est passé d'un moment où il y avait une sphère sacrée à un moment où la sphère sacrée disparaît de plus en plus et finalement le mélodrame,
pour Brooks, enfin plutôt l'imaginaire mélodramatique qui n'est pas restreint, qu'on ne peut pas restreindre dans le genre strict littéraire du mélodrame. Cet imaginaire mélodramatique porte, au bout du compte, le sacré qui se trouve perdu ailleurs dans sa forme traditionnelle et unificatrice. Je passe puisque Alain en a parlé, et j'en arrive à une avant-dernière attitude, un avant-dernier type d'approche qui est l'approche sociologique, puisqu'à partir du moment où on analyse le phénomène de la croyance en la fiction de manière historique, on entre dans une perspective critique et relativiste et qu'on peut mettre en œuvre plus précisément une approche sociologique. Alors là, j'ai repris les deux livres de Bourdieu qui étaient présents dans notre bibliographie, et donc je suis partie surtout de raisons pratiques et des méditations pascaliennes, les deux ouvrages approfondissant entre autres le concept bourdieusien de pratique. Ces deux ouvrages ne travaillent pas directement sur notre rapport à la fiction, mais ils interrogent nos pratiques culturelles en mettant l'accent sur le fait que ces pratiques ne relèvent pas de dispositions innées, mais d'une construction liée à un état du champ social et à l'imposition d'un certain ordre symbolique. Deux points centraux ici. Premier point, notre rapport à la fiction relève, pour Bourdieu, comme toutes les pratiques culturelles, non pas d'un comportement inné, mais d'une disposition acquise. Deuxième point, deuxième point dans ce que j'ai retenu, cette pratique de la fiction est politiquement construite, comme les catégories de perception qui la rendent possible. Ce que Bourdieu montre, notamment dans un des essais de raison pratique, c'est que c'est l'État qui, en imposant un certain ordre symbolique, régule aussi les modalités de notre croyance en la fiction. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le premier point que je viens d'évoquer, parce qu'il est bien connu et qu'il est directement lié au concept d'habitus. Bourdieu rappelle que dans la plupart des cas, les comportements des agents sociaux sont l'expression non réflexive de dispositions qui sont acquises dans et par la pratique. D'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière mais directement, Bourdieu contre Kant, contre la définition kantienne des formes a priori de la pensée. Bourdieu affirme que les structures cognitives ne sont pas des formes de la conscience mais des dispositions du corps, et que c'est pour ça qu'elles sont acquises. C'est ce qui permet d'expliquer que sans calcul préalable, l'agent social agit en ayant le sentiment d'agir comme il faut, de faire la seule chose à faire. Et la coïncidence entre la logique du champ et nos conduites produit évidemment en nous l'illusion que les règles arbitraires qui régissent le monde et notre comportement sont naturelles. Nous oublions qu'il s'agit de dispositions acquises. Quel rapport, me direz-vous, avec la question de la croyance et de la fiction? Tout simplement que notre rapport à la fiction, l'adhésion qu'elle suscite en nous, relève donc, comme toutes les pratiques culturelles, d'une disposition, elle aussi, acquise. Le second point concerne notre croyance à la fiction comme relevant d'une activité évaluative qui différencie les fictions en lesquelles on croit et celles en lesquelles on ne croit pas ou celles dans lesquelles on croit moins. L'idée centrale, bien connue aussi, est que l'État trouve dans la culture un moyen essentiel de susciter l'unification dont son existence dépend. L'État unifie donc les codes, façonne les structures mentales de ses agents en leur imposant, dit Bourdieu, des principes de vision et de division communs. Il constitue ainsi une culture dominante qu'il donne comme culture nationale légitime, toutes les autres étant rejetées dans l'indignité. Le système scolaire est chargé d'inculquer cette culture légitime pour en assurer la pérennité, et c'est ainsi, et c'est là le point qui me semble sans doute le plus intéressant, c'est ainsi que se met en place, selon Bourdieu, une véritable religion civique. Ce qui nous intéresse, dès lors que nous considérons en quoi et pourquoi nous pouvons avoir tendance à considérer que certaines œuvres mériteraient de susciter notre croyance plutôt que d'autres. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, nous allons croire, enfin nous pouvons, ou si nous sommes formés de cette manière-là, nous pouvons croire en Balzac plutôt qu'en Paul de Kock ou n'importe quel romancier considéré comme secondaire au XIXe siècle.
Dernière chose, si l'on en croit Bourdieu, notre point de vue de chercheur nous interrogeant sur les pratiques culturelles et plus précisément sur le rapport que nous pouvons entretenir à la fiction est donc l'objet d'une double menace, non seulement parce qu'en tant qu'agents nous devons nous déprendre de la doxa, mais parce que nous sommes nous-mêmes agents de l'État, membres de l'institution, partie prenante, et que nous allons donc devoir nous départir du point de vue scolastique en réfléchissant justement sur un objet plus ou moins propre à la scolie. On peut penser, bien évidemment, que ce système de différenciation entre culture dominante et culture dominée, culture légitime et culture non légitime est maintenant dépassé, que la distinction entre culture légitime, que cette distinction n'est plus aussi opératoire, que finalement notre point de vue de chercheur n'est plus prisonnier du point de vue scolastique, Mathieu serait là pour en être la preuve vivante. Reste qu'il est sans doute bon pour notre propos de garder conscience des mécanismes d'adhésion et de rejet que ces dispositions ont sans doute suscité. Dernièrement, je termine par une perspective plus poétique qui est celle de Thomas Pavel dans L'univers de la fiction, publié en 1988. Pavel fonde sa démarche dans une opposition au structuralisme et au tenant de l'autonomie textuelle. Il cherche à remettre à l'honneur justement les questions de vérité littéraire, de nature de la fictionnalité, de la distance et de la ressemblance entre littérature et réalité pour mettre en œuvre une poétique de la fiction. J'essaie d'aller plus vite que je ne l'avais prévu. La question que Pavel pose par rapport à notre problématique aujourd'hui est liée au fait de différencier une approche externe qui évalue le texte de fiction par rapport au monde non fictif et une approche interne qui s'intéresse à la manière dont la fiction est comprise par ses usagers. Selon cette approche, il ressort que la spécificité du texte de fiction réside essentiellement dans deux faits. D'une part, la vérité des propositions d'un texte de fiction ne peut pas être déterminée à partir de la vérité des propositions individuelles qui les composent, parce que la vérité globale de l'œuvre ne se déduit pas immédiatement des valeurs de vérité locale des phrases présentes dans le texte. D'autre part, le sens d'un texte peut se déployer à plusieurs niveaux. Un roman composé uniquement de propositions fausses peut dégager une vérité allégorique perceptible à un autre niveau que celui du sens littéral. Il est donc inutile de mettre sur pied une procédure qui vise à évaluer la vérité ou la fausseté des propositions d'un roman, parce qu'elle n'a aucun effet, évidemment, sur la vérité du texte pris dans sa totalité. Le chapitre central pour notre problématique est celui que Pavel consacre à sa théorie des univers saillants. Il s'engage en effet dans une typologie des mondes qui représente la gamme des diverses pratiques fictionnelles. Et il part ici des théories de Kendall Walton. Selon Walton, si nous nous laissons persuader partiellement et pour l'instant qu'Anna Karénine existe et que ce que le roman dit à propos d'elle est vrai, c'est parce que les œuvres de fiction ne sont pas de simples suites de propositions, justement, mais les instruments d'un jeu de faire-semblant, jeu du même genre que ceux des enfants qui s'amusent avec des poupées ou qui se prennent pour des cow-boys. Le lecteur qui accepte qu'Anna Karénine est malheureuse ou qu'elle aime Vronsky reconnaît bien entendu que ces propositions ne sont vraies que dans le monde du jeu en question. En gros, le lecteur est semblable à l'enfant qui, en faisant semblant de nourrir une poupée devenue dans son jeu un bébé fictif, devient lui-même un père ou une mère nourricier. Et de la même manière, les lecteurs d'Anna Karénine qui pleurent lors de la fin tragique de l'héroïne sont par là même des spectateurs fictifs du suicide d'Anna et participent ainsi comme spectateurs au jeu de faire semblant. Dès lors, plutôt que d'accepter l'opinion selon laquelle les lecteurs d'Anna Karénine contemplent tel monde fictionnel d'un point de vue extérieur et privilégié, Kendall Walton va insister sur le fait que ces lecteurs sont placés à l'intérieur du monde de fiction
et que pendant la durée du jeu, ils vont tenir ce monde pour vrai. Ces jeux de faire semblant qu'étudie Pavel et à partir de Walton possèdent plusieurs niveaux de complexité. Le premier, c'est que le jeu de faire semblant repose sur une structure complexe qui fait correspondre les éléments d'au moins deux univers. La structure complexe la plus simple, dit Walton, est la structure duel qui fait correspondre deux univers uniquement. Par exemple, les enfants qui jouent, dit-il, à la tarte de sable. Ils font des disques de sable qui sont censés être des tartes. Il s'agit là, selon Pavel, d'une minuscule structure duel qui relie deux petits univers par une relation de correspondance directe, sera pris pour le disque de sable sera pris pour une succulente tarte aux pommes, par exemple. Cette relation, dit Pavel, est conservatrice. L'élément de l'univers fictif, le disque de sable, renvoie directement à un élément déjà existant dans l'univers réel. En revanche, la deuxième étape de complexification concerne les jeux qui introduisent des entités qui n'ont aucun correspondant dans le monde réel. Ces jeux sont définis comme existentiellement novateurs, et Pavel appelle saillantes les structures duelles dans lesquelles l'univers secondaire est essentiellement novateur, donc qui contiennent des entités qui n'ont aucun correspondant dans l'univers réel. C'est le cas, évidemment, de la plupart de nos fictions. Or, Pavel remarque que ces structures saillantes ont depuis toujours fourni le noyau des conceptions religieuses du monde. Et il renvoie sur ce point à Caillois, Mircea Eliade et Max Weber. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Ce modèle-là reproduit en fait la division religieuse de l'univers en deux régions qualitativement différentes. Une région profane, caractérisée par la pauvreté et l'instabilité ontologique, et une région sacrée, dotée de réalité dans le sens fort du terme. Selon Pavel, le culte religieux et la fiction ne diffèrent que selon la force de cet univers secondaire. C'est-à-dire qu'il n'y a entre religion et fiction qu'une différence de degré. En gros, alors que les mondes sacrés débordent d'énergie, les activités fictionnelles mettent en jeu des structures duelles moins vigoureuses. Je vous renvoie à la dernière citation que je vous ai donnée. La perte d'énergie sacrée empêche les jeux fictionnels de se métamorphoser en réalité. La grâce efficace fait place à la catharsis, la révélation à l'interprétation, l'extase au jeu de vertige. Comme jeu de faire semblant, la fiction obéit à de nombreuses règles et conventions, et tandis que la croyance au mythe de la communauté est obligatoire, l'adhésion à la fiction est libre et clairement limitée du point de vue spatial et temporel. En outre, les mythes sont tous censés être éternellement vrais et interchangeables, tandis que de nouvelles constructions fictionnelles, à l'instar de nouveaux jeux, restent toujours possibles. Voilà quelle est la différence entre approche religieuse et expérience fictionnelle. Reste une simple différence de degré, mais reposant sur le même type de structure. Dernière chose, dernier point sur les frontières de la fiction qu'analyse Pavel. Pavel analyse les frontières entre territoires fictionnels et non fictionnels en montrant qu'elles ont subi un long processus de structuration. Les frontières séparent la fiction d'un côté du mythe et de l'autre de la réalité, et il faut ajouter à ces premières frontières celles qui distinguent la fiction de ses lecteurs et de ses spectateurs. Donc, en gros, la fiction est entourée par les frontières du sacré, de la réalité et de la représentation. Mais ces frontières sont imprécises et perméables. Pavel analyse le cas où un événement quotidien bascule du côté du mythe. Et il se réfère pour ça à une anecdote rapportée par Mircea Eliade, à propos d'un élément du folklore roumain, un événement banal de la vie quotidienne qui est transporté du côté de la légende, qui devient légende. Pavel cite ce commentaire d'Eliade, je cite, « De fait, le mythe n'était-il pas plus vrai, précisément parce qu'il faisait rendre à l'histoire
l'histoire initiale, l'anecdote, un son plus profond et plus riche parce qu'il révélait une destinée tragique. Cette anecdote sert de support à Pavel pour une réflexion sur la vérité du monde fictionnel, où, signale-t-il, la vérité ne peut pas être prise dans son usage purement logique. C'est intéressant pour nous parce que cela conditionne en partie la manière dont nous croyons à la fiction. Selon Pavel, la transformation d'un événement quotidien en légende lui confère signification et vivacité. Il reprend ici la théorie de la défamiliarisation des formalistes russes, en montrant que cette défamiliarisation de l'événement par rapport au monde réel permet, en mettant en perspective l'événement, en l'élevant sur un plan supérieur, de le rendre plus aisé à contempler et à comprendre. Du coup, le transport de l'événement quotidien vers la légende en accroît évidemment la signification, elle lui confère un caractère mémorable, autrement dit, elle lui accorde une portée exemplaire. Et c'est pourquoi nous accordons foi à la fiction, parce que l'événement fictionnel permet l'intensification de son caractère exemplaire. Je voudrais conclure sur un dernier point que Pavel n'aborde pas directement, mais qui m'intéresse particulièrement et qui permet de faire le lien avec le séminaire de l'an dernier. Il me semble que la question de la croyance en la fiction est directement liée, au bout du compte, à la création d'une communauté de lecteurs. À cet égard, sans doute, le rapprochement avec la sphère religieuse s'impose-t-il plus particulièrement. De nombreux philosophes ont considéré que si la croyance était nécessaire à l'homme, elle pouvait tout à fait se passer de transcendance. Auguste Comte, par exemple, au XIXe siècle, fonde une religion positiviste qui repose sur un culte de la raison et dont l'utilité pour lui est avant tout de fonder la communauté, de garantir le lien social. La croyance que suscite la fiction permet elle aussi, d'une certaine manière, de créer une communauté. Il y a une communauté de lecteurs de Proust, comme il y a une communauté de lecteurs de Harry Potter. Comme il y a une communauté de chrétiens, qui est sans doute d'ailleurs aussi une communauté de lecteurs de la Bible. Les communautés de lecture sont composées d'individus qui ont des attitudes très diverses, évidemment, vis-à-vis des textes. De l'identification pathologique à l'intérêt amusé, de la foi fanatique à l'adhésion désintéressée. Toujours est-il que la fiction crée une communauté qui partage des valeurs et une même représentation du monde. Si la littérature suscite une croyance, c'est peut-être parce qu'elle donne forme à un monde, qu'elle suscite fondamentalement un lieu commun dans lequel je me reconnais et dont je sais qu'elle est aussi un moyen de fonder ma relation avec les autres. Voilà. Je vous prie d'excuser le caractère erratique de ces divers comptes rendus que j'ai essayé de mettre ensemble, dont j'espère malgré tout vous apporter au moins quelques éléments sur la problématique générale. Certes, oui. Comment fait-on ça sera tu veux pas qu'on discute alors entre chaque... Oui, si, oui, on peut même discuter. Allons-y, oui. Sinon, à la fin du troisième, on aura un truc. Moi, je suis surpris de ce que tu dis. J'avais lu Pavel, j'ai lu Walton, et ce que tu dis que Pavel dit Walton, c'est fort possible, me semble pas du tout ce que dit Walton en réalité. Et je pense que c'est même un enjeu majeur, et ça ne m'étonnerait pas, parce que de fait, je n'avais jamais réfléchi, mais en fait, les positions de Pavel et de Walton ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que Walton, à mon sens, ne dit pas qu'au sein de la fiction, on croit que, etc., ce que Pavel dit, mais qu'à tout moment, on feint de croire. Il ajoute toujours le mot « on feint de croire ». Il ajoute l'idée d'une feintine. Autrement dit, face à un film d'épouvante, on feint d'avoir peur. Face à un récit émouvant, on feint de pleurer. Et il ajoute toujours volontairement le mot de feindre, et même c'est un moyen pour lui de dissocier, par exemple, une photographie et un tableau représentant la même scène et un tableau représentant une fiction. C'est-à-dire les différents lieux où se situe la feintise. Face à une photographie, c'est bien quelque chose de réel, mais on feint d'être face à la chose réelle, puisqu'on est face à une photographie. Ouais. Et donc, pour lui, c'est la mimésis qui l'intéresse plus que... Et même si, dans ce cas-là, en fait, ça engage une question de fictionnalité, la photographie engage une dimension de fictionnalité. Et il me semble que c'est fondamental parce que, dans le fond, la position de Walton se traduit par un déplacement du questionnement sur le religieux. Ouais. C'est-à-dire que dans le religieux, c'est face au rite qu'on feint, mais pas forcément face à la transcendance. Je pense que, tu vois, le divin n'est pas une fiction, les rites mettent en jeu des éléments de fiction. Les masques, ce que tu disais des masques, etc.,
Mais le religieux, lui, n'est pas dans la fin. Tu vois? Et donc je pense que le rapprochement que fait Pavel entre religion et activité fictionnalisante, je ne suis pas sûr que Walton le ferait. Ce que Pavel dit de Walton, c'est qu'il élabore, j'ai lu un compte rendu de Walton, mais pas Walton lui-même, qu'il élabore une forme de... Enfin, qu'il considère que le lecteur, par exemple, lisant une fiction, envoie une sorte d'analogue fictif à l'intérieur de l'espace fictionnel qui, lui, reçoit les émotions, etc. Qu'il y a... Pour la position de Walton, elle repose sur ce qu'il appelle le propre, c'est-à-dire l'accessoire. Le propre étant tout à la fois l'objet mettant en évidence le cadre modélisateur, c'est-à-dire le basculement dans une logique de fictionnalité. Un bâton, quand on joue aux cow-boys et aux indiens, quand on est enfant, c'est pas un fusil, et c'est précisément pour ça que ça peut jouer le rôle du fusil. Et de la même façon, un livre, comme dispositif fictionnalisant, ça s'exhibe, une photographie, ça s'exhibe comme n'étant pas la réalité. Sinon, on nous traverse la fenêtre, etc. C'est l'opposition aussi que tu disais entre la scène de théâtre et le sentiment que c'est vrai. Mais du coup, cette projection, elle repose précisément, à tout moment, sur l'identification du make-believe, c'est-à-dire du make. Dans make-believe, il y a believe, il y a make à tout moment, qui est toujours présent. Et je pense que vraiment, ça chez Walton, c'est l'élément clé et qui est quand même différent de cette idée d'un analogue, c'est une sorte de dissociation où il y aurait un côté où on croirait vraiment. Et ça, je pense que c'est différent. Ça mériterait de revoir Pavel dans le terrain pour voir si c'est pas un écart majeur sous l'apparence d'une reprise. Pour continuer dans la... Bon, moi aussi, j'ai tourné autour de... j'ai pas lu le texte, mais sur le make-believe, mais c'est important, effectivement, et je pense que c'est différent entre le jeu aussi et la lecture, par exemple. C'est-à-dire que l'enfant qui joue fait réellement du bâton, et que c'est une des choses sur quoi j'insisterais si c'est juste d'en parler, mais la dimension pragmatique, la dimension de représentation. Parce que ce qui aide le jeu à créer le plaisir de make-believe, c'est qu'on est dans l'action et non pas la représentation. Alors pour Kendall Walton, la représentation est une dimension de fiction. Pour Kendall Walton, la fiction est une activité fictionnalisante. Oui, c'est quelque chose à quoi il faut songer. Pour l'action du rite, en effet. La question que je me posais, c'est pour Venn. Moi, je l'ai relu récemment. Et moi, j'ai surtout été frappé du fait qu'au fond, ce que dit Venn, dans ce qui montre qu'il y a différents degrés de croyance, différentes modalités, selon le milieu, selon l'époque, etc., c'est qu'au fond, la croyance au mythe n'est pas si différente des différents types d'adhésion à des croyances collectives qui sont les nôtres à l'époque moderne. Moi, j'étais moins été frappé par un effort d'historicisation qu'au contraire un effort d'actualisation d'un modèle antique. Et au fond, ne fantasmez pas avec ces Grecs qui, à l'époque où il écrit, on apprend les mythes, etc., on dit comment les Grecs peuvent-ils croire à ça. Et il y a toute une partie de son livre, qui est plus décousue effectivement, qui dit au fond c'est comme nous. Oui, alors, Et ça n'a pas été frappé, même Non, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il disait c'est comme nous. J'ai l'impression qu'au contraire, il essaie de montrer à quel point cet état de il le dit, à quel point cet état de demi-croyance peut nous sembler étrange. C'est-à-dire que, et c'est vrai d'une certaine manière, que l'idée qu'on peut dire le Minotaure n'existe pas, mais en revanche Thésée, j'en mettrai ma main au feu, il a bel et bien existé, et la preuve c'est que, que justement il n'intègre aucun élément surnaturel et que, au bout du compte, on ne peut pas imaginer une création. C'est ça aussi le point central, c'est qu'on ne peut pas imaginer la création d'une fiction désintéressée. L'idée qu'on pourrait créer à partir de rien, c'est ça qu'il dit, qu'on pourrait créer à partir de rien n'existe pas. Et donc il faut obligatoirement rapporter, puisque la mythologie existe comme récit, ce récit ne peut pas ne pas avoir de source. Il ne peut pas y avoir une création qui n'est pas des sources historiques précises et données. Oui, mais c'est vrai pour toutes les croyances idéologiques ou autres, qui sont les nôtres. Mais pas pour la fiction. On peut tout à fait penser que
Anna Karenine n'a jamais existé et qu'elle est une création ex nihilo de Tolstoï. Oublions Anna Karenine, mais il me semble que, parce que la question du mythe en tant que récit religieux est une chose, mais moi il me semblait que ce qu'il voulait dire, c'est qu'au fond le mythe fonctionnait comme l'ensemble des croyances collectives qui traversent l'espace social à notre époque, avec des degrés différents. Il y a plein de choses que l'on croit, son propre nom, etc. Notre vie est faite de ces demi-croyances. Simplement, il me semblait que ce sur quoi il insistait, c'est de dire, au fond, on a du mal à imaginer comment les mythes pouvaient avoir ce type de relation, les Grecs avoir ce type de relation à leurs croyances, parce que on ne se représente pas ce qu'était le mythe pour eux. Et qu'au fond, ça s'approche d'autre chose. Oui, d'accord. Mais si tu regardes dans la relation à la fiction contemporaine, il me semble qu'il y a dans les... Si tu regardes une œuvre, à mon avis, les Grecs, de la même façon, te parleraient d'une œuvre jouant avec le mythe en disant oui, bon, bah, c'est une œuvre, donc c'est une création d'auteur. Mais si tu regardes les productions dans leur globalité, tu vois bien par exemple que quand on lit un roman sentimental, on ne croit pas évidemment à tout ce qui est raconté, mais néanmoins les structures collectives de rapports genrés, de représentation de la masculinité, de la féminité, etc., qui portent ce... C'est le pouvoir modélisant, enfin... Voilà, mais en fait, ce sont dans le fond le même type de dynamique d'adhésion à des modèles, qui sont des modèles charriés par les récits collectifs, et qui ne se traduisent pas nécessairement pour de l'adhésion d'un récit. Le modèle le plus frappant, c'est le mythe américain, si tu veux. Oui. Aucun Américain ne croit qu'un type avec une mitraillette peut libérer le Vietnam à lui tout seul, mais néanmoins, le modèle américain repose entièrement sur une structure mythique construite sur le long terme qui porte en même temps l'ensemble des discours. Et moi je pense qu'on est vraiment dans ces imaginaires collectifs, dans un discours social qui lui est de l'ordre du partagé, d'une adhésion collective, et en même temps une adhésion beaucoup plus faible dans le récit particulier, dans la fiction particulière. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Quand on regarde globalement, justement, les fictions collectives, les mythes, ou alors les fictions séminales, parce que c'est impliquent une adhésion idéologique, une idéologie globale, et ils traduisent une idéologie globale, et c'est pour ça qu'elles sont séduisantes, alors même qu'elles n'impliquent pas une croyance en l'œuvre publique. Oui. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, enfin, peut-être je réponds davantage à Alain qu'à toi, mais en tout cas, ce que je trouvais, enfin, malgré tout, Venn ne m'a pas semblé si inintéressant qu'il te l'avait plus ou moins paru, dans ce sens où justement il analyse, enfin, j'ai trouvé ça intéressant de travailler sur la manière dont justement un récit religieux perd en efficacité et devient fiction, et la manière dont même cette fiction se désintègre, etc. Et enfin, ça m'intéresse d'autant plus que, par exemple, enfin, il y a des choses qu'on pourrait, enfin, ce travail de passage d'une sphère à l'autre, elle est constante et elle est intéressante en soi. Et je ne l'ai pas fait, mais je voulais parler à un moment, par exemple, du trajet inverse qu'on voit en ce moment avec Star Wars. L'idée qu'on part, enfin, que ça a été créé dans les années 70, ça a accompagné plusieurs générations, etc. Et que non seulement on passe de quelque chose qui n'était qu'une fiction, et une fiction plutôt faisant partie de la sphère illégitime, etc., à maintenant des interrogations sur la philosophie que porte Star Wars, etc. etc. Et je viens d'apprendre là qu'il y avait un culte Jedi qui est mis en place aux États-Unis. Il y a des communautés qui croient dans la force et qui adoptent les structures sociales de l'Assemblée Jedi, etc. Et donc la manière dont, je trouve assez fascinant ces trajets qui font passer de la mythologie à la fiction et de la fiction à la mythologie. Et la manière dont tout ça se produit, soit très lentement, soit, par exemple, pour Star Wars, de manière extrêmement rapide finalement, je trouve intéressant aussi de s'y intéresser, d'essayer d'analyser ce qui suscite
ce type de croyance collective et qui permet de passer d'un domaine à l'autre. Je trouvais que Venn permettait malgré tout d'essayer de mettre ça en perspective. Oui, non, mais on va pas le dire, mais c'est un petit peu ce que. Comment dirais-je, c'est un peu ce que fait Florence Dupont aussi pour. Oui. Aussi, c'est. Ouais. Bon, je ne vais pas dire que je suis antiquisant. On n'était pas dans l'Antiquité, de toute façon, on ne sait pas ce qu'ils faisaient Darwin. Donc on voit bien qu'il s'agit d'interpréteurs qui sont des catégories modernes et de redécouvrir dans l'Antiquité des catégories qu'on a introduites. Oui, c'est un petit peu parce que s'il y a bien une chose dont je me suis convaincu, c'est que, je veux dire, moi j'ai une idée assez précise du 19e siècle. Je fantasme que je suis dans le 19e siècle, mais je sais bien que mon mode de pensée ne peut pas être. Bon. Et je trouve, quand j'ai lu le livre de Venn, qu'il y avait quelque chose comme ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'il disait quelque chose sur l'Antiquité, je sentais bien ce que... tu ne peux pas lui reprocher ça parce que c'est un tout petit... Son but n'est pas, dans le fond, son but n'est pas d'analyser précisément la relation des Grecs. Oui, c'est plutôt une perspective épistémologique, de questionnement sur... Moi, je pense que c'est une référence à la croyance, en effet. Oui, voilà, c'est ça. Et non, et sur notre façon aussi de reconstruire des hiérarchies, des significations historiques qui sont peut-être plus problématiques quand on s'inscrit dans la réalité quotidienne des pratiques. À toute époque. À fétichiser, à sacraliser. C'est exactement, voilà, pour moi c'est plus une discussion que sur l'Antiquité. On continue peut-être...